4 irrégularités canoniques remettent en cause la validité du conclave de mai 2025. Chacune d'elles, prise isolément, suffirait à invalider l'élection. Ensemble, elles constituent un recours juridique que le Vatican ne peut plus ignorer. À la fin de cette vidéo, vous aurez tous les éléments pour comprendre pourquoi cette nouvelle pourrait être la plus importante de ces 12 dernières années pour l'Église catholique. Le 14 avril 2026, John Henry Westen de LifeSite News a publié une information exclusive. Le tribunal du Vatican a confirmé l'ouverture d'une enquête sur la validité de la démission de Benoît XVI. Il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais d'une enquête formelle validée par les instances juridiques du Saint-Siège. Cette enquête intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et le Vatican. Une pétition circule déjà sur Live Petitions demandant au président Trump de lancer une enquête gouvernementale sur une possible ingérence des services de renseignement américains dans la démission du pape François en 2013 et dans le conclave qu'il a élu. La question dépasse désormais les cercles officiels pour entrer dans le débat politique international. Le même 14 avril, l'ancien magistrat italien Angelo Giorgiani a envoyé un « avis pro veritate » formel au cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Dans ce document, Giorgiani énumère 4 défauts canoniques qui rendent le conclave des 7 et 8 mai 2025 nul et non avenu. Premier problème, le conclave comptait 133 cardinaux électeurs, soit 13 de plus que la limite maximale de 120 fixée par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, une limite qui n'a fait l'objet d'aucune dérogation officielle. Le second problème, 108 de ces cardinaux ont été nommés par François. Or, selon un nombre croissant de canonistes, François n'était pas le pape légitime. Par conséquent, ces 108 cardinaux n'étaient là pas valides. Le troisième vice, après les extra-omnes, la fermeture des portes de la chapelle Sixtine, un téléphone portable a été trouvé en possession d'un cardinal électeur, violant ainsi le secret du conclave. Le quatrième défaut, signalé hier par Giorgiani dans une seconde lettre à Parolin, un cardinal a quitté le conclave avant son terme. 4 irrégularités, 4 raisons distinctes et séparées de nullité canonique. Pour comprendre pourquoi tout cela s'est produit, il faut remonter au 11 février 2011, le jour où Benoît XVI a prononcé des mots que le monde entier a interprétés comme un adieu, mais qui étaient peut-être tout autre. Andrea Cionci est un journaliste et historien de l'art italien. Depuis 6 ans, il étudie une seule question. Benoît XVI a-t-il réellement abdiqué ? Son livre Codice Ratzinger s'est vendu à 25 000 exemplaires et a remporté 2 prix internationaux de journalisme. Ses recherches s'appuient sur plus de 1500 articles, 2800 podcasts, 185 conférences et 55 pétitions. Il n'est pas un amateur, c'est un chercheur méthodique qui a constitué un dossier documentaire de manière progressive. Cionci soutient que la déclaration prononcée par Ratzinger le 11 février 2013 n'était pas un acte d'abdication. Il s'agissait d'une décissio, un décret par lequel le pape annonçait l'empêchement du siège et l'usurpation imminente de la papauté. Ratzinger déclara qu'il se trouvait dans la situation d'un pape empêché, incapable d'exercer librement sa charge, mais non déchu de celle-ci. La comparaison historique proposée par Cionci est pertinente. Alphonse XIII d'Espagne a quitté le pays en 1931 sans abdiquer. Il s'exila pour protéger la légitimité de la couronne face aux pressions révolutionnaires. Cionci soutient que Ratzinger fit de même, un exil papal pour préserver la légitimité du munus pétrinien. La distinction canonique est fondamentale. Un pape peut renoncer au ministérium, l'exercice pratique du pouvoir, sans renoncer au munus, la charge sacrée de la papauté. Benoît XVI, dans sa déclaratio, a utilisé le mot ministerium et non munus. Pour Cionci, ce choix lexical n'était pas fortuit. C'était un message destiné à tous ceux qui connaissaient peu le droit canonique. Les conséquences de cette interprétation sont canoniquement désastreuses. Si Benoît XVI n'a jamais abdiqué, le siège de Pierre n'a jamais été vacant. François n'était pas le pape, mais un antipape. Et si François était un antipape, tous ses actes sont canoniquement nuls, y compris les 108 cardinaux qu'il a créés, y compris Traditionis Custode, qui a supprimé la messe traditionnelle, y compris Fiducia Supplicans.
absolument tout. Sionsi a publiquement mis au défi quiconque de réfuter ce raisonnement logique, même devant un tribunal. Je suis prêt à répondre de mes propos, même devant Léon XIV lui-même, s'il souhaite apporter des précisions. Il ne s'agit pas de rhétorique, mais de la position de quelqu'un qui sait pouvoir défendre chaque passage par des preuves documentaires. Et maintenant, pour la première fois, un tribunal du Vatican semble se saisir de cette affaire. L'enquête, confirmée par LifeSite News, n'est pas une simple rumeur. Il s'agit d'un acte formel de la structure juridique du Saint-Siège, reconnaissant ainsi que la question mérite un examen officiel. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Giorgiani a officiellement demandé au Vatican de rendre publics les procès-verbaux officiels de l'élection de Léon XIV afin de garantir la transparence du déroulement du scrutin. Le Vatican n'a pour l'instant pas répondu. Il existe des propos de Sionsi que personne n'a encore réfutés dans les milieux universitaires ou juridiques. Je mets quiconque au défi de contester mes propos. Je mets quiconque au défi, même devant un tribunal. Ces mots sont restés sans réponse pendant des années. Maintenant qu'un tribunal du Vatican a ouvert une enquête, ce défi devient plus urgent que jamais. Et ceux qui sont restés silencieux devront prendre la parole. La question qui se pose à tout canoniste prenant cette enquête au sérieux est la suivante. Si le conclave est nul pour ne serait-ce que l'un des 4 vices dénoncés, Léon XIV n'est pas le pape canoniquement élu, et dans ce cas, le siège est toujours vacant. Selon la logique du droit canonique qui ressort de cette enquête, il existe aujourd'hui 25 cardinaux authentiques, ceux nommés par Jean-Paul II et Benoît XVI avant 2013. Ils sont les seuls à avoir le droit de se réunir et d'élire un pontife légitime. Les croyants traditionalistes le savent depuis des années de messes supprimées par traditionnistes custodes, d'évêques progressistes imposés, de déclarations doctrinales incompatibles avec 2000 ans de magistère. L'histoire de l'Église a déjà connu de telles situations, antipapes, schismes, conclaves contestés pendant des siècles. L'Église a toujours su trouver une solution grâce à sa fidélité au droit canonique et à la tradition. Ce qui rend ce moment différent, c'est que, pour la première fois, un organe judiciaire du Vatican a confirmé qu'une enquête est en cours. Si l'enquête confirme que la démission était invalide, chaque fidèle catholique sera confronté à une seule question. Que faire maintenant ? La réponse n'est pas la panique. Cela fait partie de la tradition. Cela fait partie de la messe de tous les temps qu'aucun antipape n'a le pouvoir de supprimer car elle appartient au Christ et non aux hommes. Benoît XVI avait pour devise épiscopale « Cooperatores Veritatis », collaborateur de la vérité. Peut-être cette vérité est-elle enfin en train d'émerger, même dans les couloirs des tribunaux du Vatican. Qu'en pensez-vous ? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire mais l'amen. Que Dieu vous bénisse.